Aucune mesure de cette nature n'a été prise et donc c'est sans explication que l'on a décidé de procéder à d'autres recrutements selon les dires de mon vis-à-vis, ce qui ne peut se justifier à mes yeux que par l'application d'une rupture anticipée, une rupture entre le secrétariat administratif permanent et le secrétariat exécutif permanent, une rupture entre l'ancienne loi et la nouvelle loi qui vide l'ex-SAPSENA de tout son contenu, quand bien même le vrai contenu qui a fonctionné, c'est-à-dire les agents, les hommes compétents étaient là et que rien n'établit qu'ils ont pu démériter. Ah oui, ça c'est le problème tout posé. Mais Clotaire, il y a une question qui se pose. À votre niveau, il n'y a rien qu'on puisse vous reprocher, vraiment? Mais justement, c'est là où nous nous posons des questions. Parce que s'il y a quelque chose à reprocher, qu'on nous dise ce qu'on nous reproche, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'on nous dise ce que l'on nous reproche. Nous sommes environ 45 agents. Sur les 45, aujourd'hui, sans explication, sans nous expliquer sur quels critères la Sénat en a pris 8. Et ne s'agit-il pas des 8 les plus méritants du groupe? Mais justement, qu'on nous prouve que c'est les 8 les plus méritants. Qu'on nous dise ce que les autres ont fait pour qu'on estime qu'ils ne sont pas méritants. Ce n'est pas que on a mis tout le monde à l'œuvre et qu'on a détecté 8 qui sont méritants et les autres qui ont démérité. Ou alors qu'on a passé un test où c'est les 8 qui s'en sont sortis pendant que les autres ont échoué. Rien du tout. Rien du tout. Lorsque le président dit qu'il a eu besoin d'une certaine qualification qu'il a retrouvée chez certains des vôtres, est-ce que cela ne veut pas tout dire? Et il a ajouté, en son temps, si le besoin se fait sentir, il reviendra vers vous. Ceux que vous jugez d'avoir pas de contraire autre, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres aptitudes que vous n'avez pas? En tout cas, ce sont des questions. Mais c'est pourquoi je dis qu'on nous le démontre. Qu'on nous le démontre. Je vous dis, ceux qui sont restés le moins longtemps dans cette maison-là ont fait 10 ans. Donc, en termes d'expérience, je ne crois pas qu'on puisse dire que ceux qui sont arrivés il y a 2 ans sont plus expérimentés que ceux qui sont là depuis 10 ans. Je ne crois pas. Maintenant, si on veut aller sur le terrain des diplômes, mais qu'on nous prouve qu'il n'y en a pas parmi nous qui ont des diplômes requis. Moi qui vous parle, j'ai un master 2 en management des élections. Mais donc je suis aussi incompétent que on ne peut même pas m'utiliser à des tâches subalternes, même si on ne peut pas me donner un poste de responsabilité. Mais ils sont nombreux dans la maison à avoir la maîtrise, à avoir le... Tous ceux-là sont incompétents, n'ont pas la formation, la qualification requise. Mais qu'on nous le démontre. Mais rien du tout. Rien du tout. On ne nous dit rien. On se contente juste de piquer certains et puis on laisse les autres. C'est ça la situation que nous ne comprenons pas. Et mieux, on nous dit de retourner à la présidente de la République. Au nom de quoi? Il paraît que c'est la présidente de la République qui sait de tout occuper de vous jusqu'à vos rémunérations. Je vous ai expliqué comment cela s'est passé. C'est qu'il fallait rattacher le SAPSENA, qui est une structure autonome, il fallait la mettre sous la tutelle d'une autre qui a un budget pour que cela puisse être géré aisément. Et c'est pourquoi il y a eu cette tutelle, on a mis sous la tutelle du président de la République. Donc si je comprends bien, puisque le président de la République est parti aujourd'hui, puisque le président Boni Yaye est parti, on va nous dire de le suivre pour aller à Tchaourou. Non, ça n'a pas de l'ironie, voilà. Mais le président lui a précisé qu'il y a de la place là-bas. Et d'ailleurs, certains des vôtres sont partis. À moins que vous refutiez cette allégation du président. Merci, M. Yetonji. Quand il dit qu'il y a de la place là-bas. Il y a certains qui sont partis. Oui, j'y viens. Allez vous renseigner aujourd'hui. La place au niveau de la présidence, les autorités actuelles sont plutôt en train de voir comment dégraisser le personnel de la présidence. Il dit que la présidence a demandé. Nous n'avons jamais vu aucune note qui demande que le SAPSENA envoie son personnel à la présidence. Et ceux qui sont partis, j'y viens, ceux qui sont partis, c'est des gens qu'on a appelés au téléphone. Je vous ai dit la connivence qu'il y a eu entre le président de la Sénat et le responsable des ressources humaines au niveau de la présidence, qui a appelé des gens, qui a dit venez prendre service à la présidence. Les gens, ils font le couloir à la présidence depuis. Ils ne font rien. Et à la fin, ils perçoivent le salaire? Mais évidemment. Puisque les salaires... Non, je viens. Puisque nos salaires sont logés au ministère au Trésor public comme tout le monde. Et chaque fin du mois, on nous vire nos salaires. Vous ne faites rien, mais vous percevez de l'argent. Mais c'est ce qui se passe, monsieur Yetonji. Maître Alevolaï. Et s'il vous plaît, oui. Ces personnes qui sont allées à la présidence là, tenez-vous tranquille, ce n'est que le 25 avril dernier, 25 avril 2016, que pour maquiller les choses, on a vite sorti une note d'affectation pour 21 personnes sur les 40 et quelques que nous sommes. On a vite sorti une note d'affectation qu'on a fait signer à l'intendant sortant
à 2 ou 3 jours de la passation de service pour couvrir ce qui est en train de se passer. Mais ils sont là, ils ne font rien, ils sont à la présidence, nous les voyons. Malgré cette note-là. Mais bien sûr, puisqu'il n'y a pas eu de demande, il n'y a rien à faire là-bas pour eux. Et c'est dans cette situation-là qu'on est aujourd'hui. Et nous, agents de l'État, nous demandons qu'on nous signe des attestations de travail ou des titres de congé. Le président Tiando dit non, qu'il ne peut rien nous signer parce qu'on n'est pas sous lui. On ne peut rien prendre non plus au niveau de la présidence. Donc on est en l'air. Notre carrière, on ne sait même pas comment c'est suivi. Ils disent non, on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes des agents de l'État avec des contrats réguliers. Nous n'avons pas demandé à ce qu'on transforme ça Sénat en Sénat ou quoi pour que ce soit nous qui fassions les frais de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Maître Alerola, mais lorsqu'on doit aller vers des changements de structure, de dénomination comme ça, les mutations, comment ça s'opère? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend des agents se plaindre lorsque c'est la tête qui change de main ou lorsque des mutations interviennent, et ça c'est récurrent. Cette pratique est malheureuse, quand bien même les autorités nouvellement mises en place ont le pouvoir de procéder à leur recrutement. L'article 38 ne souffre d'aucune discussion. L'article 38 du Code électoral ne souffre d'aucune discussion. La Sénat peut procéder à des recrutements en principe conformes aux exigences du texte. Mais la question qui se pose, c'est le traitement de ceux que l'on est venu trouver. Que ce soit SAP-Sénat ou CEP, aujourd'hui, il s'agit du même personnel qui a toujours contribué vraisemblablement à la grande satisfaction des Sénats intermittentes qui ont précédé, puisque personne n'a eu à se plaindre. Alors, sans avoir de leçons à donner à qui que ce soit, l'ensemble des textes et des déclarations du président Tiando nous permettent de dire qu'il n'a pas réglé le problème, qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Que dit le président Tiando? J'ai trouvé un personnel qui est rattaché à la présidence, j'ai pris ce que je pouvais prendre et je renvoie le reste à la présidence. Or, quand vous regardez les textes, ces agents ne sont que sous la tutelle du président de la République, ils ne sont pas statutairement rattachés à la présidence. La preuve, c'est que leurs traitements sont versés par le Trésor public pour le compte de la Sénat, puisqu'ils ont été recrutés sur poste. Quoi qu'il en soit, ils ont été trouvés sur place. Je pense qu'il aurait dû y avoir une concertation. Je pense que si on estimait ne pas avoir besoin d'eux, il aurait fallu faire la preuve de leur incapacité à faire le travail, de leur incompétence, de leur probité. Le fait de leur tourner le dos, de ne fournir aucune explication ou de ne les fournir qu'à posteriori, c'est-à-dire une fois la crise révélée, signifie que toutes les mesures n'ont pas été prises, les mesures normales, ordinaires, entretien avec le personnel, explication et prise de mesures d'ordre administratif. C'est pas on ne vire pas les gens de cette façon, on ne les renvoie pas à la présidence. Je ne pense pas que le président Tiando, le président de la Sénat, sache exactement de quoi on aurait besoin à la présidence pour procéder ou inspirer ce détachement. Donc je crois qu'il y a eu des maladresses, qu'il y a eu une mauvaise appréciation de la situation et que maintenant que la crise est portée sur la place publique, une rencontre entre les agents victimes et le bureau exécutif de la Sénat s'impose et je crois que ce bureau prendra ses responsabilités en appliquant tout simplement les lois et la réglementation qui régissent le travail de ces fonctionnaires d'un certain type, puisque c'est des contractuels. Il y a un statut, on ne peut pas les sortir n'importe comment. Je pense que avec ce coup de gueule, le bureau exécutif de la Sénat prendra ses responsabilités. Curieux de savoir, est-ce que vous ne coûtez pas quand même énormément à la jeune structure, jeune par rapport à son nouveau statut? Mais, monsieur Letonji, ce que je dois vous dire, que vous pouvez aller vérifier, lorsque vous voyez aujourd'hui ce qui est payé comme prime et indemnité à ceux qui ont été recrutés par rapport à ce que nous percevions, mais c'est la lune et le soleil. Il n'y a pas comparaison. Donc si nous coûtons cher à la structure, que dire de ces personnes-là? Que dire de ces personnes-là? Et je vous dis, dans le lot, il y a des retraités. Même les agents de maison des membres de la Sénat sont pris en compte dans ce budget-là. Les agents de maison? Mais je vous dis, allez vérifier. Si vous estimez que ce que nous disons n'est pas fondé, allez vérifier. Nous avons les preuves de ce que nous disons. Si le budget peut payer tout ce qu'on paye au personnel, jusqu'à en payer à la maison, pourquoi est-ce que nous, agents de l'État, on estimerait que nous coûtons cher à une quelconque structure? Surtout que ce n'est pas la Sénat qui nous paye nos salaires.
Ce n'est pas la Sénat qui nous paye nos salaires. Il n'y a que les indemnités, les primes que nous réclamons qu'on nous paye puisqu'ils devraient nous intégrer. Mais ces primes et ces indemnités, on les paye aux autres. Et on paye des sommes. Je ne veux pas en parler ici, mais allez vérifier. Donc, on ne peut pas nous dire que nous coûtons trop cher. On ne peut pas nous dire ça, cela n'aurait pas de sens. Si nous coûtons trop cher, alors qu'ils voient ce que les autres leur coûtent. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, nous n'arrivons pas franchement à comprendre pourquoi cet acharnement-là, si ce n'est pour placer des personnes dont je vous dis d'aller vérifier les statuts, d'aller vérifier la provenance. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas d'explication. Donc, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est qu'on veut nous vider de la maison, juste pour faire venir des gens qu'on veut remercier, à qui on veut faire plaisir. Mais nous sommes des agents de l'État. À l'aide de la rupture, tout le monde a appris langue, hein, plus cette pratique-là. Non, mais c'est ce que nous aurions souhaité. C'est ce que nous aurions souhaité, que les choses se passent comme il se devrait. Vous spéculez, j'imagine, et non dans le concret. Nous espérons, comme Maître Alain Ouroula vient de le dire, que les autorités de la Sénat vont nous appeler pour que nous réglions cette question-là entre nous là-bas. Sinon, s'il faut aller plus loin, nous serons obligés de sortir certaines choses. Nous serons obligés de sortir certaines choses et vous saurez que nous ne spéculons pas. Vous verrez que nous ne spéculons pas. Nous n'allons pas sortir tout ici parce que le linge sale, comme on le dit, devrait se laver en famille. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un pas qui a été franchi. Et nous espérons qu'on n'ira pas plus loin et qu'on va laver ce linge sale là en famille. Mais si on nous pousse au-delà de nos retranchements, on sera obligé de sortir certaines choses. Et vous verrez que ce n'est pas de spéculation qu'il s'agit. C'est une réalité tangible que nous vivons depuis, je vous dis, depuis 2 ans. Et figurez-vous, ces personnes qu'on juge d'incapables, d'incompétents, mais ils ont été mis à contribution dans les processus qui viennent de s'achever. Ils ont été mis à contribution. Non, vous avez tous eu à travailler. Je vous dis, j'ai même sur moi ici des ordres de mission qu'on a donnés à ces personnes-là. Signé par qui? Mais signé par le président Tiando. Jusqu'en avril 2016. Pour les envoyer en mission, pour les utiliser à des tâches. Mais en fait, on les paye ponctuellement pour ces tâches-là et après, on les met de côté. Et on dit qu'ils n'existent pas. Vous utilisez des gens qui n'existent pas. À qui vous faites des ordres de mission, à qui vous faites des décisions ponctuelles. Mais ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Donc, il y a un problème qu'il faut régler. Et je dis, ce n'est pas de présidence qu'il s'agit. Si la Sénat estime qu'elle seule ne peut pas régler cette question, elle devrait s'associer à la fonction publique qui gère la carrière des agents de l'État. Nous sommes des agents de l'État, c'est la fonction publique qui gère notre carrière. Si tant est qu'ils estiment que nous sommes si incompétents et qu'il faut discuter avec une structure pour nous envoyer ailleurs, c'est avec le ministère de la fonction publique. Au-delà des faits, maître, vous l'avez dit tout à l'heure, Tiando, ce n'est plus quelqu'un qu'il faut présenter par rapport au parcours de l'homme. Il ne peut quand même pas se tromper sur cet effet. On dit qu'il y a des documents qui portent sa signature. Non, le président Tiando ne s'est pas trompé. Je crois qu'il y a une manière expéditive de régler les problèmes, de mauvaises habitudes qui ont été prises jusqu'alors. Donc on fait les choses de manière impulsive et dans la précipitation, sans mesurer les conséquences dommageables, préjudiciables que ces actes peuvent avoir. Les textes sont clairs. Même si les interprétations des uns et des autres pourraient prêter à confusion, il n'y a pas de confusion possible. La gestion du personnel mis à la disposition de la Sénat, que ce soit l'ex-SAP-Sénat ou le nouveau secrétariat, la gestion de ce personnel incombe au bureau exécutif de la Sénat. À partir de là, les textes imposent de donner un statut aux gens qui y sont. En droit, le président et son bureau se devaient de convoquer les différents agents et de leur expliquer pourquoi ils ne voudraient pas les garder. Apparemment, il n'y a pas eu ce débat. Donc c'est pure spéculation que de parler d'incompétence, de probité de ces agents. Ça a été un silence radio. En tant que contractuels ou agents de l'État, puisqu'ils sont payés par la fonction publique, on peut, sans explication, les retourner à leur structure de tutelle. Cela ne pose aucun problème. Il n'y a aucune difficulté à la chose. Seulement que dans le cas d'espèce, la tutelle du président de la République est contestée, puisqu'ils sont payés par le Trésor public, et que les textes disent qu'ils sont sous la responsabilité de la Sénat. Cela veut dire que s'ils doivent être révoqués,
licencié sur, bien sûr, justification d'une faute, c'est au président de la Sénat et à ses collaborateurs immédiats d'en décider et de faire les procédures. Je crois qu'ils ont compris que cette procédure est difficile et donc la mise à l'écart de ces agents s'apparente à un délit peut-être de sale gueule qui ne peut plus trouver place sous ce nouveau régime qui voudrait que les choses se fassent convenablement. J'espère et j'appelle à la chose. J'espère que les éminents membres de la Sénat nous écoutent et nous ont entendus. Je les invite à relire les textes, y compris l'article 38, et à faire une analyse plus rationnelle des faits et de constater qu'au moins dans la manière de procéder, ils ont péché. La manière de procéder, ils ont péché. Mais que répondez-vous à ceux-là qui pensent que dans ce lot-là, il y en a qui sont membres d'OGM et mais qui ont eu des accointances avec des acteurs politiques et cela serait des griefs contre votre personne? Oui, voilà. Donc, moi, si tel est le cas, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez les tests, parce que nous estimons que tout ce qui doit être fait conformément aux tests de la République. Lorsque vous prenez les tests, aucun test que nous connaissions n'interdit que des agents de l'État aient des convictions politiques. Ce n'est interdit nulle part. Seulement que vous ne pouvez pas mélanger vos convictions politiques avec l'exercice de vos fonctions administratives. Mais lorsque, et ça je l'ai dit un jour sur une chaîne où j'étais pratiquement en direct avec le président de la Sénat, lorsque la structure à laquelle vous êtes censé appartenir refuse de vous signer des autorisations, de vous signer des demandes de congé, de vous signer des certificats de travail, comment voulez-vous user des prérogatives que vous donnent les tests pour vous mettre en retrait lorsque vous voulez faire des choses qui peuvent s'apparenter à de l'accointance? C'est-à-dire quoi? Je vais m'expliquer clairement. Pour ce qui me concerne, par exemple, fin 2014, début 2015, je devais effectuer un voyage sur Paris et on m'a demandé d'aller apporter un certificat de travail et un document qui justifie que j'allais revenir au pays et reprendre service après mon séjour. J'ai introduit ma demande à la Sénat, ça a été purement et simplement rejeté. Et pourquoi? On m'a dit non, que je ne suis pas du personnel de la Sénat, donc que le président de la Sénat n'est pas qualifié pour me délivrer une quelconque pièce. Vous êtes personnel de la présidence? Alors qu'à la présidence, on ne vous délivre rien non plus. Alors, lorsque vous, agent de l'État, vous voulez vous mettre en retrait pour ne pas piétiner les tests et que vous n'avez pas d'interlocuteur, vous faites quoi? Vous faites quoi? Donc, il n'y a pas de mélange à faire. Il n'y a pas de mélange à faire. S'il y a des reproches qu'on fait à un individu, eh bien, qu'on le lui signifie clairement. Mais on ne va pas mélanger les reproches à un individu avec le statut de tout un personnel. Si c'est un individu qui est en cause, mais qu'on estime cet individu-là et qu'on règle son problème. Mais on ne va pas me dire que les 45 agents du SAP-Sénat ont fait des activités politiques et pour ça il faut les... Non, ça n'a pas de sens. Et il paraît qu'il y en avait qui étaient sur des listes d'élections communales, législatives. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut régler leurs problèmes au cas par cas. Ce n'est pas un règlement général qu'il faut faire pour une quarantaine de personnes, parce qu'une ou deux peut-être posent des actes qu'on estime, et là encore, ça reste à prouver, qu'on estime qu'ils sont en contradiction avec la législation. S'il y a des actes qui sont en contradiction avec la législation par rapport à un agent, eh bien on applique ce qu'il faut, les tests à cet agent-là. Mais on n'applique pas à tous les agents. C'est comme si on disait aujourd'hui, parce que à la présidence de la République, il y a des individus qui ont une connotation politique, qui sont proches d'un parti politique. Tous les agents de la présidence doivent être révoqués ou sanctionnés. Cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Donc, je veux bien qu'on identifie des fautes et qu'on sanctionne des individus. Mais on ne va pas dire que tout le monde est sanctionné parce qu'un individu fait quelque chose, et je dis encore, qui reste à prouver, qui est contraire au test en vigueur. Donc c'est cette distinction-là qu'il faut que les gens fassent. Le débat continue-t-il de se mener à votre niveau et au niveau du bureau exécutif de la Sénat où des structures ont déjà été saisies? Aujourd'hui, nous avons saisi des structures. Parce que jusqu'à présent, le bureau de la Sénat ne nous a pas reçus. Jusqu'à présent, le bureau de la Sénat ne nous a pas reçus. Je vous ai dit que dès le départ, nous avons entamé un certain nombre de procédures qu'ils ont délibérément bloquées et ils ont décapité le syndicat. Donc aujourd'hui, nous avons saisi le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Nous avons saisi le ministre de la fonction publique, qui est en réalité le ministre qui gère la carrière des agents de l'État. Nous avons saisi un certain nombre de structures pour que cette question-là soit réglée.
Et si la Sénat ne réagit pas, nous estimons que ces autorités-là peuvent les rappeler à l'ordre. Si cela ne se fait pas, ou qu'il y a une solution qui ne nous arrange pas, eh bien nous réservons le droit d'aller plus loin, d'aller en justice. Et malheureusement, cela pourrait entraîner encore des saignées pour le budget, la caisse de l'État, dont on se plaint aujourd'hui qu'elle n'est déjà pas suffisamment renflouée. Donc nous ne voulons pas arriver jusque-là, mais si on nous y oblige, nous serons dans la triste obligation de le faire, parce que nous n'entendons pas être sacrifiés, parce que certains veulent faire plaisir à d'autres. Ce n'est pas acceptable. Une plaie qui pourra appuyer au fil des jours, ça dépend du côté où l'on se met pour régler définitivement de la situation. Je n'ai pas saisi. Oui, il dit une petite situation, une banalité, pour reprendre l'un de vos mots, mais qui pourrait s'avérer très préjudiciable à la caisse de l'État. Bon, pas forcément à la caisse de l'État, puisque ces agents continuent de percevoir leur traitement. Ils tempêtent, ils peuvent aller jusqu'à devant la justice. C'est une question de statut. Il faut régler les problèmes. Quand je lis et quand j'écoute le président Tiando, il s'appuie essentiellement sur deux arguments. Le premier argument, il a le pouvoir de recruter qui il veut, sous réserve bien sûr que ces recrutements soient conformes aux critères énumérés à l'article 38. Il n'est pas obligé de garder le personnel qu'il serait venu trouver. C'est là que nous devons nuancer son opinion. Moi je pense que les textes et les règles et les usages lui font obligation de tenir compte de ceux qu'il est venu trouver, et mon analyse conduit à affirmer avec force que ces agents contractuels sont sous sa responsabilité. À partir de là, il doit les prendre. Soit il a des fautes à leur reprocher et il organise la révocation, il met un terme à leur fonction ou il les renvoie à une structure qui serait compétente pour les recevoir, soit il est obligé de les intégrer à son équipe, et je crois que c'est ce que commande le droit et la raison. J'en veux pour preuve que si une démarche contraire pouvait être adoptée, le président n'aurait pas gardé le silence. Là, il y a une erreur manifeste d'appréciation qui peut être corrigée par le président lui-même, au lieu que ce soit le ministre de la fonction publique, que ce soit le ministre d'État, que vous avez vu l'intelligence de saisir et qui doivent quand même résoudre le problème, au lieu que ce soit eux qui rappellent l'autorité à l'ordre. Je recommande et je prierai le président Tiando de revoir la copie et de s'en remettre à l'application stricte des dispositions juridiques et réglementaires en la matière. La suite de votre combat, ça s'annonce comment? La suite dépendra de la réponse qui nous sera donnée par nos autorités hiérarchiques, parce que nous estimons jusqu'à présent que nous sommes sous l'autorité hiérarchique du président de la Sénat. Donc tout dépendra de la réponse que le président de la Sénat donnera à notre situation. Si, comme nous le souhaitons vivement, le bureau de la Sénat nous reçoit, règle le problème et que nous nous entendons là-dessus, eh bien ça s'arrêtera là. Mais si il persiste à ne pas régler notre situation, nous la porterons plus loin. Et encore une fois, ce n'est pas cela notre souhait, ce n'est pas de cela que nous voulons à notre niveau. Mais tout dépendra de la réponse du président de la Sénat. Aujourd'hui, vous parlez d'une seule et même voix, vous qui êtes laissé en règle? Bien entendu, si vous venez dans la maison aujourd'hui, parce que malgré toutes les tentatives, on a sorti beaucoup de gens de leur bureau pour permettre aux nouveaux venus de s'installer, y compris les retraités, de s'installer. Mais nous sommes toujours dans la maison, il nous reste 1 ou 2 bureaux, nous nous agglutinons dedans, nous attendons. Même ceux qu'on a fait partir de force, entre griffes, à la présidence, ils sont tous revenus, on est dans la maison, on est là, on attend ce qui va se passer. Vous ne risquez pas de vous voir jeter vraiment comme des malpropres. Je sais qu'à l'entrée, on n'entre pas qui veut, que des instructions soient données, et qu'on vous intime l'ordre de ne plus entrer. Et c'est pour tout ça que nous disons, tout dépendra de la réponse qui nous sera donnée par la Sénat. Le président a encore dit avant-hier, nous allons les chasser, nous allons les vider. Ah oui? Oui, bien sûr. Vous ne craignez pas? Non. Pourquoi c'est notre... Nous, comme on dit dans une langue de chez nous, nous étions là. C'est notre maison. Nous estimons que c'est notre maison. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons à construire cette maison-là.
Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous empêcher de rentrer dans notre maison. Nous continuerons d'aller jusqu'au jour où on mettra les forces de l'autre peut-être pour nous battre ou bien qu'on nous interdira de rentrer. Et à ce moment-là, nous prendrons nos responsabilités. Mais nous ne voulons pas que les choses aillent jusqu'à ce niveau-là. Donc ça pourra dégénérer ou s'arranger selon la réponse qui nous sera donnée par le président de la Sénat et son bureau. Et c'est quoi aujourd'hui la relation entre vos collègues d'hier qui, eux, sont parvenus à se faire caser et vous? Non, non, nous sommes dans la maison, nous nous voyons, nous nous saluons, sans plus. Sans plus, eux, ils ont leur beurre, ils sont bien logés et tout. Mais nous estimons que ce n'est pas leur faute. C'est la faute à ceux qui ont réglé la situation comme ils l'ont fait. Donc nous n'avons pas de grief particulier contre eux. Même si, voilà, nous estimons qu'ils auraient dû rester solidaires avec tout le groupe. Mais bon, ils ont fait un choix. Nous, on ne va pas les juger. Ils n'ont qu'à... Je crois savoir qu'il s'agit principalement de responsables syndicaux. Absolument. Absolument. Ça fait Marie, parce que c'est un critère de démarcation. Écoutez, il y a des non-dits, et il y a des faisceaux qui indiquent des velléités de préférence. Mais je crois qu'il faut savoir raison garder et de tout mettre en œuvre pour que les textes soient appliqués, tout simplement. Ce n'est que le vœu d'un citoyen et d'un professionnel qui pense que l'on a péché dans les méthodes. Et il faudrait effectivement que le tir soit rectifié, que les injustices soient plus ou moins corrigées, à moins que le président justifie, ça c'est une obligation, de grief tel qu'énuméré dans les textes, incompétence, manque de probité et que sais-je d'autre. L'appartenance à un groupe politique ou l'expression de l'ambition d'aller à une élection ne sont pas des griefs retenus par la loi pour une mise au placard ou une mise à l'écart, que dis-je, pour une éviction. Donc, la raison doit l'emporter et la raison recommande qu'on applique les textes qui sont pour l'instant à l'avantage des présumées victimes. Clotaire, pourquoi ne pas passer par vos tiers qui pourront jouer les intermédiaires? Oui, je vous ai dit, vous savez, il y a les questions personnelles, il y a l'administration. L'administration a ses règles. Même si nous pouvons passer par des personnes pour intervenir, ce qu'ils auront à faire ou à ne pas faire n'oblige pas l'administration. Nous estimons qu'il faut prendre par les voies normales, les voies légales que les textes prescrivent. Et ça, nous l'avons entamé. Ça n'empêche pas que s'il y a des bons offices qui veulent être offerts par des personnes, que cela ne se fasse pas. Nous avons alerté un certain nombre de personnes. Ça, je ne vous le cache pas. Nous avons alerté un certain nombre de personnes, mais ça, c'est officieux. Mais officiellement, nous estimons avoir fait les démarches qui conviennent pour que la question soit réglée au mieux. Et je vous dis, si, malgré tout cela, tout cela ne prospère pas, eh bien, nous continuerons sur la voie légale, mais en allant peut-être un cran plus haut. C'est de ça qu'il s'agit simplement. Votre salaire du fin de ce mois, vous l'avez déjà perçu? Je vais vous faire une confidence pour remonter un peu. En 2011, on avait déjà au moment du SAF-Sénat, nous avions déjà vécu des situations comme ça, où les responsables du SAF-Sénat à l'époque faisaient du favoritisme également. Et à ce moment-là déjà, certains d'entre nous avaient été, entre griffes, mis au placard. Et figurez-vous, à l'époque, moi, individu, j'avais écrit au médiateur de la République pour dire, mais, monsieur le médiateur, je suis dans une maison où on ne m'utilise à rien, mais je perçois mon salaire à la fin de chaque mois. Ça m'embête, je souhaiterais que vous interveniez auprès de mon responsable pour qu'il me confie du travail parce que je suis là, je me tourne les pouces, mais je perçois mon salaire. Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à l'heure où je vous parle. Le courrier existe, je peux vous le montrer. Le médiateur de la République. Je vous dis, depuis 2011, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas notre faute à nous, c'est l'employeur qui a l'obligation dans les tests de nous fournir du travail. S'il ne nous fournit pas du travail, il ne peut pas ne pas nous payer notre salaire. Donc, nous sommes prêts à travailler. Mais si on ne nous donne pas du travail, on ne peut pas justifier de cela pour ne pas nous payer notre salaire. Nous n'allons pas chercher de force nos salaires au trésor public ou n'importe où ailleurs. Nous sommes là, nous sommes prêts pour faire le travail, qu'on nous confie le travail et nous justifierons notre salaire. Mais si on estime qu'on ne doit pas nous utiliser, mais nous payer notre salaire, tant pis ou tant mieux. Si vous devez clôturer. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous avez en fait d'exposer ce qui se passe au niveau de la Sénat aujourd'hui. Je vous dis, ces dernières élections qui ont été organisées, de la manière dont tout le monde a vu et a applaudi, cela ne s'est pas fait sans les agents du SAF-Sénat. Renseignez-vous, vous verrez quelle contribution nous avons eue dans cette tâche-là. Si tout le monde applaudit aujourd'hui la Sénat, c'est parce que beaucoup de personnes se sont mises ensemble, ont fait preuve de patriotisme pour qu'on arrive à ce résultat-là.
Nous ne voudrions pas que cette bonne impression qui a été lancée dans l'opinion publique nationale et internationale soit ternie par des questions qui peuvent être réglées très simplement au niveau de la Sénat. Mais si, malgré tout ce que nous disons, malgré la sonnette d'alarme que nous tirons, le président de la Sénat et son bureau restent campés sur leur position et qui nous poussent trop loin, eh bien, nous risquons d'assister à des choses que nous ne souhaitons pas. Et nous voudrions prier le président de la Sénat de prendre ses responsabilités pour que ce dossier-là n'aille pas plus loin que cela. Maître Alain, je partage la conclusion de mon ami, dont je confirme le sens de la responsabilité et de la retenue. La Sénat a été applaudie pour avoir organisé de très belles élections. Cet incident que moi je veux circonscrire dans la rubrique des incidents et qui illustre une certaine discrimination ne doit pas être le mobile pour jeter la suspicion sur le déroulement du processus électoral qui a été salué. Donc, quel parallèle j'invite, voilà. Non, je tire tout simplement les conséquences des faits, je tire les conséquences des suspicions et des habitudes qu'on est en train de vouloir installer et qu'il faut corriger. Donc, je sais que le président de la Sénat est suffisamment raisonnable et intelligent pour ne laisser aucune tâche sur ce palmarès qui a été salué par tous et félicité dans le monde entier. 100% Bénin, les rideaux se referment sur le numéro du jour. Cette citation de André Gide, pour y mettre un terme à la louange, ne prête qu'une seule oreille, mais à la critique, les deux, et sache y ouvrir les yeux. Elle peut être bienfaisante pour tout ton être, mieux pour tout ton entourage. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir une fois encore été des nôtres. À demain pour un autre numéro, le dernier pour le compte de cette semaine. À très vite, Susika.